Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie que vous soyez présents avec nous aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas CND France, je vais vous faire une courte présentation de l'association et puis je présenterai nos deux intervenants, Morgane Le Bastard et Xavier Remy. Donc, le projet associatif à CND France, c'est un projet d'éducation populaire autour de la communication non violente au service d'une transformation sociétale non violente. C'est en alliant la philosophie, processus et expérimentation de la CNV que nous questionnons l'hégémonie du système de domination patriarcale capitaliste, qui est aujourd'hui présenté comme le seul modèle possible. Ensemble, en luttant, en résistant avec la puissance transformatrice du langage CNV, nous pouvons rendre crédible et possible une autre façon de faire société. Votre présence à nos côtés est essentielle pour construire un collectif engagé, conscient que chaque action compte pour se réapproprier les biens communs indispensables pour perpétuer la vie. La terre, l'eau, les forêts, la biodiversité, le savoir. Nous pensons que chaque geste quotidien non violent, solidaire, inclusif, est un geste politique qui renforce notre choix de faire advenir un futur solidaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire quelques mots de Greenpeace, mais je pense que tout le monde a entendu parler de cette organisation internationale indépendante, entièrement financée par des dons particuliers, et agit pour transformer conjointement les problématiques du changement climatique, des inégalités et des injustices sociales, des migrations et des conflits armés. Greenpeace choisit la non-violence comme réponse à l'urgence d'agir pour sortir d'un système destructeur pour la planète, l'humanité et le vivant. Morgane, vous coordonnez depuis 9 ans le réseau Greenpeace des groupes locaux, qui sont environ une trentaine, ce qui vous permet d'être au cœur des liens entre le terrain et l'association. Vous mettez votre expérience au service de la mobilisation citoyenne militante pour construire un monde durable et équitable et promouvoir la paix. Vous contribuez à cet enjeu majeur en formant des militantes et des militants à la non-violence. Xavier Renoux, au sein de Greenpeace également, vous avez été chargé de campagne pour le désarmement nucléaire. Vous êtes l'un des membres fondateurs du collectif des désobéissants, collectif présenté comme un outil de défense du bien commun contre toutes les logiques de profit et de domination, ce qui exige de renouer avec une culture de la désobéissance civile, de l'action directe non violente, du refus radical et ludique. Vous êtes activiste et vous avez partagé ou organisé directement des actions de désobéissance civile dans le monde entier. Au sein du collectif, vous proposez des stages de formation à l'action directe non violente et à la désobéissance civile. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux méthodes d'action non violente, Désobéir, le petit manuel et Petit manuel de désobéissance civile à l'usage de ceux qui veulent vraiment changer le monde. Je vais ensuite passer la parole à Geneviève qui va poser des questions à nos intervenants. Et avant, je voudrais saluer la présence parmi nous, en direct de Djibouti, de Abdourahmane Mohamed Guillet, qui a organisé la lutte non violente pour la démocratie à Djibouti dans un contexte de régime autoritaire. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous, Abdourahmane. Je te laisse la parole, Geneviève. Pourquoi cette conférence? Pourquoi la CNV se lance dans cette conférence et cette volonté de partager, comment dire, le rêve que la puissance du processus CNV permet d'être des acteurs enfin, dans la non-violence là où nous sommes et de mettre en place effectivement ces outils, ces capacités, ces savoir-être qui vont aller dans ce sens-là. Je crois que ce que nous vivons actuellement et la conscience que nous en avons, en tous les cas dans l'actualité, nous nous sommes rendus compte que nous balancions entre l'indignation, la colère et l'impuissance. Et que c'est difficile et compliqué parce que quand nous vivons des chocs, des stress et des émotions de ce type-là, nous nous sentons tout seuls et que notre capacité d'action devient très faible. Donc la chose que nous voyons utile, c'est d'être capable d'être ensemble, de nous organiser pour faire en sorte qu'on ait la possibilité d'avoir des résultats tangibles, significatifs.
Voilà, et c'est pour ça que nous avons invité Xavier et Morgane et Xavier, parce qu'ils nous ont donné de l'espoir et de faire vraiment levier pour que on passe de cette difficulté à vivre cette impuissance, que faire, pourquoi faire, comment je peux faire, j'ai peur, à quelque chose qui est une petite lumière qui nous encourage et nous donne du soutien, et qu'en plus, ça marche. Est-ce qu'il y a vraiment une autre possibilité de faire les choses qu'avec cette philosophie, cette conscience non violente? Moi, j'aimerais savoir, mais comment ça t'est advenu, ça, l'évidence qui s'est imposée à toi, c'est avec la non-violence que je veux agir. Moi, je pense que je pars déjà d'un terrain familial où l'injustice, notamment sociale, était déjà un sujet dans la famille. Et donc, ça a aidé aussi, je pense, à forger cette idée d'aller plus loin de la sensibilité à l'indignation. Et, euh, et moi, j'ai eu toujours un attrait très, très fort pour la nature, la forêt en particulier. Et à l'âge de jeune adulte, j'ai commencé vraiment à vouloir agir justement pour la défense de la nature. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint des différentes associations, Envol Vert, puis Greenpeace. J'ai fait un passage aussi à l'étranger m'a ouvert dans une association qui m'a ouvert l'esprit sur d'autres manières de penser, d'autres manières d'agir en collectif. Et c'est finalement en passant d'abord par la volonté d'agir et en cohérence avec ce qui m'animait moi, je n'étais pas particulièrement quelqu'un de violente, que je me suis dirigée vers Greenpeace. Et c'est finalement, je dirais, ce déclic de la non-violence s'est fait au fur et à mesure que moi-même, j'ai été formée, d'abord par l'action, par la pratique, ensuite par des bases, et puis finalement par la communication non violente, et puis à la désobéissance civile. Et je pense que c'est vraiment la communication, la formation à la communication non violente qui m'a fait réaliser un chemin, enfin, le besoin d'un chemin intérieur sur la manière de vivre mes émotions, de les exprimer. Et de là, j'ai beaucoup mieux compris aussi toute la stratégie de Greenpeace et le besoin de l'approfondir et toutes les orientations, entre guillemets, ça s'est organisé en briques et pour me forger la conviction aujourd'hui que la non-violence, c'est loin d'être l'apanage des mous, mais bien au contraire, que ça représente une force incroyable et que ça a besoin souvent du collectif pour s'animer parce que on essaye de prendre notre adversaire à rebours, de ne pas rentrer justement dans une confrontation euh, violente, mais tout de même directe en utilisant ses failles pour lui opposer un dilemme en fait. Et tout ça, ça a pris, je pense, forme au fur et à mesure. Donc il y a eu avant, je dirais, une indignation, une envie d'agir, et après des mots, des théories, des concepts qui sont venus appuyer une conviction, quoi. Donc, Voilà. c'est vraiment une évolution, y compris au travers de lectures, de rencontres, et puis aussi avec la maturation, d'accord, de ton être en tant que... Ouais. J'ai Voilà. rencontré des formatrices, enfin une formatrice notamment, qui savait l'incarner tellement que j'ai vraiment compris jusqu'où pouvait amener la CNV et la non-violence en général. Merci. Xavier, est-ce que tu peux me dire d'où te vient enfin, c'est pas seulement un désir, mais cette volonté et cette évidence, parce que j'ai l'impression que c'est ça, qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Je suis pas encore derrière les barreaux, euh, mais Mais du tu as coup, failli quand même. Tu as failli. oui, oui, quelquefois, mais ça fait partie du jeu et aussi du rapport de force, en fait, d'être prêt à risquer la prison et de défier l'adversaire, de nous y mettre et de faire de nous ainsi des symboles, etc. Mais on y reviendra sans doute. Moi, j'ai Oui, commencé un petit peu comme Morgane par l'indignation, dans un contexte familial où effectivement on était sensible à l'injustice sociale, et au gré de quelques rencontres
d'enfants moins privilégiés, puisque je vous parle là d'un âge assez précoce, autour de 10-12 ans en effet, eh bien, je me suis radicalisé au sens politique du terme, c'est-à-dire que j'ai essayé de chercher les racines de cette injustice dans un pays aussi riche que le nôtre, dans un monde aussi riche que le nôtre, aussi développé, aussi doué de connaissances et de progrès. Et puis progressivement, bah voilà, je me suis fait à l'idée que peut-être un certain modèle économique était prédateur et extrêmement problématique. Et j'ai cherché les moyens de lutter contre le capitalisme et aussi contre une menace qui, dans les années 80, dont je vous parle, j'ai 50 ans, eh bien, pointait déjà son museau, qui était la montée de l'extrême droite. Je pressentais déjà, nourri d'histoire, notamment que l'extrême droite aurait un bel avenir, malheureusement, qu'en tout cas ce risque-là nous pendait au nez et qu'il fallait d'urgence s'engager. Donc j'ai commencé mes premiers engagements dans la vie contre l'extrême droite et à ce moment-là, j'étais assez fasciné plutôt par les moyens violents de résistance. Je me considérais comme révolutionnaire et je me considère toujours comme révolutionnaire et j'étais nourri de la tradition la plus connue, disons, et qui n'est pourtant pas la seule, mais qui était la plus connue de traditions révolutionnaires liées à la lutte armée, à la prise de pouvoir, la prise du palais d'hiver, le foyer de guérilla guévariste, et donc, logiquement, contre l'extrême droite qui ne, ne reculait pas de temps en temps devant l'usage de moyens violents, eh bien, nous étions un certain nombre à penser qu'il fallait résister de manière violente et reprendre en quelque sorte la rue au Front National et à ses sbires. Donc, j'ai rejoint la section carrément anti-Le Pen, le SCALP, qui naît dans la deuxième moitié des années 80 et puis la première moitié des années 90 dans une logique de reconquête physique des espaces occupés par l'extrême droite, donc certains quartiers, certains bars, et puis les meetings de Jean-Marie Le Pen dans la campagne de Maastricht, par exemple, en 92. Donc, on est nourri de cette culture de la violence physique qui correspond très largement au patriarcat dont il était question tout à l'heure dans l'introduction de Françoise, à la construction du jeune homme, du jeune adolescent qui cherche à prouver sa virilité. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent dans cet engouement pour des moyens physiques violents. Et puis, il y a surtout une profonde ignorance d'alternatives. C'est-à-dire que j'ai l'impression propose que le vote, la pétition, la manifestation, en gros les moyens légaux permis par la loi, et les moyens de résistance physique si l'on veut être conséquent et se donner une véritable chance de supprimer cette menace qui pointe. En fait, en rejoignant une université bien connue pour la bienveillance dont elle faisait montre à l'égard de l'extrême droite, la faculté de droit de Paris, dite Assas, que je rejoins pour combattre l'extrême droite violente qui s'appelle le GUD, que je découvre qu'il ne va pas être possible d'utiliser la violence pour supprimer la présence de ces militants parce qu'ils sont protégés par l'institution et que moi, je suis extrêmement marginal quand je m'inscris à Assas avec cet objectif essentiel de l'extrême droite. Alors, par la force des choses, je rejoins des étudiants qui n'ont pas fait le choix de la violence et nous développer des moyens de lutte non violents contre les militants d'extrême droite, qui vont se montrer de plus en plus violents. Et à ma grande surprise, leur violence, face à notre non-violence, pour ma part forcée, eh bien, va produire des effets politiques très intéressants. C'est-à-dire l'administration de la fac, qui avait tendance à rejeter les deux camps, les militants démocrates et les militants d'extrême droite, dans cette même opprobre de gens qui chercheraient seulement à se battre et qui seraient juste des jeunes imbéciles et que ça passerait, etc.
Eh bien, ce discours-là, il s'est effondré devant le fait que nous étions strictement non violents et les autres étaient strictement violents. Et de plus en plus violents même, au point qu'ils ont mis le feu à des locaux étudiants dans la fac d'Assas, qu'ils ont envoyé des gens à l'hôpital, que la police était obligée d'être à l'entrée de la fac tous les jours, mais que nous n'avons jamais lâché l'affaire, et ça nous a valu une médiatisation qui plus est de ce qui se passait dans cette fac. Je vous parle des années 92, 13, 14, 15. Et au final, eh bien, nous avons chassé le GUD. Le GUD a perdu les élections, le GUD a perdu son local, le GUD a perdu la face, le GUD a perdu son président, le président de l'université, qui a été contraint ou poussé à la démission parce qu'il couvrait un état de fait, un rapport de force favorable à l'extrême droite. J'ajoute que le qui était organisé par les militants d'extrême droite et Front National, etc., et qui accueillait chaque année, depuis une vingtaine d'années, dans Assas, des écrivaillons négationnistes, OAS, nostalgiques de tout un tas de combats perdus de l'extrême droite, eh bien, a été également supprimé à la faveur de notre résistance. On a fait plein de choses, hein, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert et l'action directe non violente, qui s'affranchissait des règles, mais qui restait strictement non violente, et sa force. Et donc, nourri de cette pratique, là, je me suis penché ensuite vers les livres, vers les parcours historiques, vers d'autres organisations. J'ai regardé ce que faisait Greenpeace, j'ai regardé ce que faisaient d'autres organisations pour m'instruire de cette non-violence dont j'avais ignoré jusque-là l'essentiel. Merci, merci oui. Xavier. Je pense que tu pourrais continuer effectivement à nous expliquer parce que c'est fondateur en définitive en même temps d'une action, mais aussi d'une évidence qu'il y a des ingrédients dans la non-violence qui ont du pouvoir d'agir et du pouvoir de transformer des situations. Il y a de la créativité, ce ne sont pas les chemins habituels qu'on traverse, c'est un pas de côté pour au bout du compte, c'est une surprise, une infraction à l'évidence des autres que la violence seule constitue un levier. Et là, vous avez fait autrement, mais vous avez un ingrédient, c'est-à-dire qu'il y a le temps qui compte. Voilà, il y a un temps, des processus, des changements de représentation qui comptent. Tu nous as expliqué tout ça. Au bout du compte, quand on parle de non-violence, ce qu'on peut dire, c'est parce que c'est efficient et efficace. Alors que la violence n'a pas cette faculté. Moi, je trouve que ça nous donne de l'espoir, c'est encourageant. Mais il y a un prix à payer, je crois, Xavier. Il y a le prix à payer. Sur ce point, je dirais qu'il peut y avoir une efficacité à la violence comme à la non-violence, et il peut y avoir évidemment un échec dans les deux cas. Donc la différence ne se situe pas dans la probabilité de succès, même si seule étude, c'est un peu juste scientifiquement, mais la seule étude scientifique digne de ce nom qui se soit effectivement consacrée à la comparaison des mobilisations violentes et des mobilisations non violentes sur l'ensemble, la totalité du XXe siècle, dans le monde pas seulement occidental, bien plus large, eh bien, a conclu en faveur de la non-violence. Donc, en termes d'efficacité, il semble qu'il y ait un avantage à la non-violence. Mais incontestablement, on peut gagner des deux façons et on peut perdre des deux façons. La différence, moi, je la vois plutôt dans les conséquences des choix, les conditions ont suscité ces choix et dans quelle mesure, pour parler clair, les traumatismes suscités par la mobilisation et particulièrement par la mobilisation violente vont laisser dans la société. Et le résultat va être que même si l'on, à un moment, par des solutions violentes, les traumatismes suscités à la fois chez l'adversaire et chez nos alliés vont être tels qu'il sera d'autant plus difficile de construire une nouvelle société, un nouveau régime, une nouvelle loi, dans des conditions apaisées. C'est-à-dire que l'instinct humain pour la vengeance, la logique du traumatisme qui a besoin de susciter la colère et en retour, encore une fois, l'appel à la vengeance, le besoin de rendre les coups, vont faire que même si vous avez gagné, vous aurez créé des conditions qui ne sont pas favorables au projet qui vous a porté, qui vous a fait entrer en résistance. Je crois que dans le... important qu'on puisse demander à Morgane aussi. Oui.
si elle a ce regard-là, c'est-à-dire quelles sont effectivement l'efficience de son point de vue là-dessus, sur la question. Je pense que Voilà. globalement, ça revient à peu près au même. C'est Gandhi qui disait que ça reviendrait à espérer obtenir une rose en plantant une mauvaise herbe, de faire recourir à la non-violence. Et c'est dans le sens de ce que tu disais, Xavier. Pour moi, la violence ou la non-violence, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que dans certains cas, la violence peut avoir en fait un impact très fort, très rapide contre l'arrêt d'un projet, par exemple, parce qu'on aura réussi à réunir les forces violentes suffisantes pour aller à l'encontre de la force de notre adversaire. Mais quand on veut obtenir qu'une loi passe pour que ce type de projet ne soit plus possible, et donc un changement de société, cette méthodologie-là marche rarement, voire est contre-productive, puisqu'elle elle ne permet pas, en fait, enfin, on ne peut pas effectivement défendre un monde non violent si on l'acquiert par la violence. Je pourrais ajouter aussi que la violence, on le voit d'autant plus ces dernières années lors des mobilisations du mouvement climat, désobéissantes ou non d'ailleurs, mais à chaque fois qu'il y a eu des violences, c'était vraiment des arguments pour l'adversaire de discrédit du combat en général. Et ce qu'on cherche bien à faire avec la perturbation d'une action non violente qu'elle crée, c'est déstabiliser notre adversaire, mais rester légitime auprès de la majorité. Et si on perd ce soutien de la majorité de la société, en fait, on ne pourra pas la transformer, la société, donc on ne pourra pas arriver à notre objectif. Donc c'est pour moi deux volets qui rendent pour nous contre-productives, même si on comprend tout à fait la colère, en fait. C'est dans cela que cette colère nécessite une transformation. C'est en cela que, effectivement, la réflexion, les groupes, les collectifs, c'est aussi ce qu'on essaie de transformer en créant les possibilités de dialogue et les possibilités de parole partagée. Alors ça, c'est très important, je veux bien réagir là-dessus parce que, Oui, en fait, c'est la force de la persuasion à travers la stratégie non violente face à la force de l'adversaire qui est dans la contrainte, en fait. Donc nous, à travers la stratégie non violente, on est vraiment dans une stratégie de persuasion euh, en, en présentant tout d'abord la menace ou l'injustice qui est causée, et puis ensuite en faisant pression, parfois jusqu'à la désobéissance, mais toujours dans un objectif de restaurer un dialogue, et donc un accord, et donc de réconcilier et de sortir chacun en dignité, mais avec une injustice ou une menace évitée, quoi. ok. Alors, il est vrai qu'on Xavier, parle de oui, vas-y. contextes qui sont les nôtres, c'est-à-dire de vieilles sociétés démocratiques avec des contradictions terribles, des inégalités sociales, des gens qui ne jouent pas le jeu, mais quand même de vieilles institutions, de vieilles traditions, une certaine culture, un degré d'acceptation et un avantage immense que nous avons sur quelques autres pays qui n'ont pas ces traditions ou régimes, c'est que nos adversaires font semblant, sont obligés de faire semblant d'être des démocrates. Ce qui, en retour, nous donne un avantage, c'est de faire tomber le masque. Quand nous les provoquons au moyen de moyens non violents, en disant la vérité à la Gandhi, Satyagraha, et en perturbant des dispositifs, ils se doivent de conserver suffisamment de modération dans leurs paroles, mais surtout dans leurs actes, pour continuer de faire semblant d'être des démocrates sincères au service de l'intérêt commun. Ça, c'est un immense avantage. Quand vous combattez une mafia, il en va évidemment tout autrement. Même s'il y a des exceptions de chefs mafieux qui, eux aussi, font semblant d'être là pour l'intérêt des populations locales, un certain nombre de satrapes, de dictateurs, de bandits, eh bien, ne s'embarrassent pas à faire semblant. Ils ne sont que dans la logique du plus fort. Là, évidemment, c'est plus difficile pour nous
de nous élever en non-violence. Il faut trouver les chemins, ils sont beaucoup plus risqués, ils sont plus difficiles, toujours pour montrer qu'un autre chemin est possible, une autre société est possible. Moi, ce que je vois aussi, c'est que pour être ces acteurs dans l'action non violente, il y a des situations qui nous interpellent, et il s'agit aussi d'avoir la capacité d'avoir de la matière, de l'histoire. Et je trouve que pour tout ce travail sur la non-violence, c'est important aussi d'avoir de la mémoire, de construire effectivement des projets non violents, mais avec toute l'épaisseur de la mémoire. Sinon, effectivement, la première réaction peut être une réaction, je veux dire, de colère, d'irritation, mais elle ne va pas se transformer en action et en capacité, y compris de générer plutôt de l'inspiration pour les personnes avec qui qu'on peut côtoyer dans notre quotidien. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, aussi, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça? Parce que moi, je crois que c'est effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait non seulement avoir quelque chose qui se dresse en nous pour agir, mais aussi la capacité de prendre le temps d'avoir les actions qui se mettent en perspective, et ne pas oublier. Ce qui me fascine en ce moment, c'est qu'on oublie les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire. Il n'y a pas d'historique des faits, ce qui fait que c'est terrifiant. Alors, c'est pas un hasard si on a la mémoire courte, c'est qu'on nous efface notre mémoire. Qui a intérêt dans ceux qui maîtrisent les capitaux qui permettent de diffuser par l'achat de médias puissants ou d'autres supports comme les maisons d'édition la mémoire, qui maîtrise la diffusion de la mémoire. Il est évident que nous avons besoin de nous retrouver la mémoire non seulement de nos luttes, mais surtout de nos victoires et des moyens qui ont rendu ces luttes et victoires possibles. Et ces moyens sont très largement non violents. Sauf que tel que c'est enseigné, je suis moi-même enseignant d'histoire géo, je sais bien que l'on doit aller très vite, que l'on doit synthétiser, que l'on doit finalement considérer que les élèves n'ayant pas le temps d'apprendre davantage, on va leur donner simplement le résultat, sans jamais dire comment toutes ces choses adviennent, et qu'elles adviennent essentiellement par la non-violence, et que il n'est pas rare de voir que la violence a été au contraire contre-productive, qu'elle a retardé le moment de la victoire, qu'elle a divisé les gens qui s'engageaient sur le chemin de la victoire. Donc, quand nous avons créé le collectif des désobéissants en 2006, c'est déjà assez ancien, eh bien, nous avons eu à cœur trois choses: d'accompagner les luttes pour apprendre d'elles et les renforcer en circulant d'une lutte à l'autre. Donc, on a créé une sorte de base militante pour que les gens reçoivent des appels à l'action et puissent aller un jour sur une action anti-pub, le lendemain sur une défense de migrants et le surlendemain aux côtés de grévistes dans une entreprise. Mais nous avons essayé aussi, bien sûr, de faire de la formation, ça ce sont les stages, mais de publier ces mémoires, ces moyens qui, dans le passé ou dans d'autres contextes, y compris à l'étranger, ont rendu possible des victoires, afin de travailler la mémoire, d'entretenir la mémoire. C'est la petite collection, on les a appelés les que sais-je de la désobéissance, les petits désobéir, désobéir au sexisme, désobéir pour le service public, pour les sans-papiers, contre le nucléaire, etc. On a essayé de retrouver comment les autres, ailleurs, avaient fait pour gagner. Et techniquement, vraiment, afin d'inspirer, à la fois de rappeler que quand on veut, il arrive que l'on puisse et que l'on gagne, et surtout si on s'y prend bien. C'est ce que j'ai également appris à Greenpeace. Je vais tendre la perche à Morgane, mais je suis moi-même effectivement un ancien chargé de campagne de Greenpeace, et à Greenpeace, j'avais déjà découvert la non-violence avant, la force de la désobéissance civile non-violente à Assas contre l'extrême droite, mais à Greenpeace, j'ai découvert à la fois une histoire, donc une mémoire, bien sûr plus limitée aux luttes écologiques et écologistes, mais aussi une méthode, une rigueur. Et tout ça, c'est bien sûr le fruit d'apprentissage. Donc tout ça, mémoire, apprentissage, c'est le passé,
qui bat encore dans le cœur du présent. Donc, il faut l'entretenir. Et l'adversaire, il a tout intérêt à effacer tout ça, bien sûr. L'adversaire et aussi notre fureur et notre appétit d'aller vite, Mmh. de réduire les mots, le nombre de mots, de passer par les réseaux sociaux d'une certaine manière, etc., qui affaiblit notre capacité de penser, tout simplement. Morgane, moi j'aimerais bien aussi que tu nous dises comment, en définitive, Greenpeace est peut-être en train de changer aussi d'une politique où il y a peut-être plus de volonté, de proximité avec le terrain. Oui, tout à fait. Et pour faire la transition avec ça, je me permets juste une anecdote parce que je pense qu'il y a un intérêt à revenir sur son histoire, son histoire et l'histoire avec un grand H, à, à n'importe quel moment et régulièrement, parce que je pense que ce qui fait violence évolue aussi dans la société. À Greenpeace, on a une anecdote, moi, qui m'a beaucoup marquée. Parce que on parle souvent des premiers fondateurs qui sont quelques hommes. On parle souvent des femmes qui étaient restées à terre et qui faisaient un travail formidable avec les journalistes, mais on n'en connaît aucune. Et il y a quelques années, des militantes espagnoles ont voulu aller à la recherche de ces femmes de Greenpeace, des fondatrices de Greenpeace, pour faire un article, collecter cette mémoire. Et, et au fur et à mesure des échanges, ils ont réussi à récupérer une photo de la femme de Bob Hunter, qui est Zoé Hunter, qui est l'un des vraiment fondateurs premiers de Greenpeace. Ils étaient extrêmement heureux parce qu'il n'y en avait absolument aucune, puisque c'est elle qui souvent prenait les photos. Donc il n'y avait pas de photo d'elle. Et il y a eu un échange entre cette militante et sa fille, enfin, et leur fille, pour récupérer cette photo. Et quelques temps après, elle partage le rendu des témoignages et la fille lui répond: «Ah mais ma mère va être ravie». Et en fait, personne à Greenpeace ne savait que Zoé Hunter était encore vivante, en fait. Et donc, on avait effacé cette partie de l'histoire et on avait retenu les 5 fondateurs qui sont sur la photo. Et on savait qu'il y avait des femmes et on en parlait un peu, mais en fait, elle était encore vivante et personne ne le savait. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement important aussi. Et effectivement, pour moi, ça dénote de quelque chose qui change chez Greenpeace parce que cette initiative, elle vient des militants. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de temps où les militants avaient finalement peu de place à Greenpeace, qui est une organisation internationale qui prend la forme d'une association 1901 en France, mais qui finalement n'a pas toujours sur tous les aspects un fonctionnement équivalent à une association classique en France, puisqu'on est un réseau de bureaux de salariés à travers le monde. C'est quand même une subtilité qu'il n'est pas toujours simple de comprendre, mais qui a un fort impact sur l'implication des bénévoles et la place des bénévoles dans l'association. Et donc, c'était beaucoup Greenpeace International qui décidait des stratégies, qui demandait à des bureaux nationaux de se mobiliser. Les bureaux nationaux réfléchissaient à comment bien le faire et demandaient à leurs militants d'agir sur le terrain en décidant comment le faire, comment ils allaient le faire. Et de plus en plus, on voit que tant parce que nos adversaires à l'échelle nationale ou internationale deviennent de plus en plus difficiles à déstabiliser. Mais aussi parce que pour aller... et en réaction, je dirais qu'on a conscience à Greenpeace déjà depuis, je dirais presque 10 ans, hein, qu'il est nécessaire de passer à 1 milliard d'actes de courage. Je dirais que le mantra de Greenpeace, c'était quelques personnes peuvent changer le monde, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Quelques personnes déterminées peuvent changer le monde, c'est toujours comme ça. Et on a changé un peu de mantra où il faudra 1 milliard d'actes de courage pour faire face aux enjeux qui sont devant nous. Donc c'est un vrai retournement. Et, dans cette perspective-là, l'idée d'ancrer nos luttes dans les territoires nous semble de plus en plus essentielle pour avoir des victoires, pour engager les gens, pour leur faire comprendre que l'écologie est politique et nécessite un engagement, et leur offrir cette alternative non violente à l'impuissance et l'indignation, et même je dirais presque le désespoir et l'éco-anxiété, qui gagnent quand même, une partie en tout cas, de plus importante de la population. Avec par-dessus ça, je dirais ces quelques dernières années,
une angoisse encore supérieure parce qu'on sait bien que ça ne sera pas forcément les écologistes qui seront les premiers touchés si on arrive à un gouvernement d'extrême droite, que les guerres ne font que prendre de l'ampleur. Donc évidemment, il y a aussi une anxiété générale qui remet une dose d'impuissance et une dose de désespoir. Et c'est là où aussi en ancrant les gens sur le territoire, en leur redonnant du pouvoir là où ils sont et du contact avec les gens avec qui ils sont, qu'on espère pouvoir lutter contre ce contexte qui est difficile pour avoir le courage de se mettre en action, on va dire. Oui, Oui, c'est un grand changement dont je me réjouis parce que les désobéissants sont nés en partie du fait que nous pensions que pour changer le monde, il fallait aller bien au-delà de Greenpeace et diffuser les méthodes de Greenpeace dans la société pour inciter chacune à prendre sa part au combat non violent, mais y compris en s'affranchissant quand il le fallait du respect de la loi. Et c'est ce que Greenpeace ne souhaitait pas faire à l'époque. Qui nous a poussé à tenter très modestement, et pas avec les mêmes moyens évidemment, à le faire avec les désobéissants. merci. Vous venez de donner quelques clés sur justement partager les méthodes. Donc vous avez effectivement non seulement une forme de la culture de la non-violence, mais il y a aussi des principes d'action, des principes à mettre en place, des comportements, des capacités pour être effectivement, on va dire, utiles dans ce travail d'action non violente. Je veux dire, utile, c'est, on va reprendre donc la nécessité peut-être de formation, de mise en œuvre collective, etc. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être chacun des expériences de cette nécessité de s'organiser, d'avoir des stratégies, mais aussi de développer des capacités et des compétences. Et je crois que vous avez tous les deux vous parlez tous les deux de la communication non violente, donc ça m'intéresserait de voir comment vous articulez effectivement ce processus et derrière ce processus, tout ce qu'il peut développer qui sont au service de l'action non violente. Je peux peut-être commencer déjà par répondre à la question sur la formation, le pourquoi, le comment. Et pour avoir monté ce parcours-là de formation à Greenpeace à destination des militants et des salariés, je pense qu'à la base, c'est bien de commencer par le concept de non-violence dans sa généralité, en donnant plein d'idées d'exemples d'applications, mais en se concentrant déjà sur sa subjectivité, sur le fait que c'est toujours à remettre dans un contexte face à quelqu'un. C'est pas quelque chose de figé, et je trouve qu'on comprend bien mieux la non-violence à travers cette notion-là à travers d'exemples, mais ça me semble vraiment une notion de base, essentielle. Et puis, ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est encore trop souvent, non-violence est rattaché à pacifisme, par exemple, qui est quand même vraiment complètement différent. En quoi, la non-violence est différente de juste, ne pas être violent? Enfin, faut commencer par vraiment de la définition, de base. Je pense que et y passer du temps, c'est pour moi, un principe, vraiment, socle, on va dire. C'est les fondations d'une maison. Hem, Ensuite, c'est pas forcément la manière dont moi je l'ai fait, mais maintenant je pense que la CNV, une fois qu'on a touché un peu compris un peu ce qu'est la non-violence, on a envie de pouvoir, l'appliquer. Et pour moi, la base de la CNV, c'est dans mon expérience en tout cas, un déclic du chemin intérieur et une boîte à outils pour, l'expérimenter, aller vers l'autre et changer son rapport à l'autre, mais à travers un chemin intérieur de prise de recul et puis aussi de remise en question de beaucoup de réflexes que, la société actuelle accueille, en fait. Et donc pour pouvoir, être à même d'imaginer, comment arriver à un nouveau monde, il faut déjà réussir à soi-même avoir transformé sa manière de communiquer aux autres, de réfléchir à ses propres besoins, à ses propres, sentiments. Donc ça pour moi, c'est une étape qui est essentielle. Et à partir du moment où on a bien compris ce qu'est la non-violence et qu'on a des bonnes bases de communication non violente, ça peut s'appliquer à énormément de choses et je pense que ça dépendra de ce qui fait vibrer chacun. Et ça, je le remets, pour moi, c'est la base, à partir du moment de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer
Et ensuite, ça pourrait être peut-être la pédagogie non violente, qui est pour moi tout un pan que je n'ai pas encore exploré, mais que j'adorerais faire étant maman de 2 jeunes enfants. Mais c'est tout un pan et l'action non violente en est un aussi. Et moi, c'est dans celui-ci que je me spécialise puisque je suis avec les militants de Greenpeace. Et donc là, ça se divise, je dirais, en 3 volets d'apprentissage. Parce que c'est pas que de la formation. À chaque fois, pour moi, la formation, c'est extrêmement important pour apprendre des outils de base et faire de la mise en pratique dans un cadre très sécurisant qui nous permet d'apprendre. Mais c'est vraiment, la mise en pratique qui permet de l'incarner. Donc, commencer par le contact avec le public et pour moi, il y a vraiment une idée de non-violence profonde dans la manière d'aller sensibiliser du public, de réagir aux personnes qui ne seront pas d'accord ou aux personnes qui viendront, qui auront des besoins complètement différents de ceux qu'on est censé pouvoir on souhaite apporter, par exemple, quand on tient un stand. Mais de savoir accueillir ça, le gérer tout en restant dans le désir d'agir pour l'environnement. Donc savoir, gérer, cet objectif tout en communiquant avec le public, c'est pour moi une super phase et on a une formation à Greenpeace qui s'appelle formation au militantisme non violent, où il y a vraiment plus d'une demi-journée qui est vraiment uniquement consacrée au contact avec le public. Et ensuite, l'action non violente, passer à se former, savoir, avoir des comportements, tant de résistance au stress, et à la violence verbale, à la violence physique, savoir comment on réagit à ça, que savoir également baisser la tension chez autrui. C'est les 2 compétences, liées à la non-violence qui pour moi sont très importantes à développer quand on veut faire des actions de désobéissance, civile, en général, je dirais même quand même si on veut être violent, il faut mieux déjà bien savoir ça. Mais c'est essentiel si on veut rester dans l'action non violente. Et ça se développe aussi, mais c'est important de le tester. Et les personnes qui ont acquis vraiment la pratique de la CNV sont en général très avantagées par rapport aux personnes qui ne le maîtrisent pas encore. Parce qu'ils ont une plus grande facilité à prendre du recul face à l'agressivité d'autrui pour comprendre son besoin. Ils vont savoir formuler leurs retours, leur expression d'une manière, qui, va, beaucoup moins susciter de réactions violentes ou d'agressivité. Donc, ça peut être ce qu'on appelle chez nous des très bons peacekeepers, donc des gens qui sont vraiment juste là en action pour faire baisser la tension, heu, gérer, le contact avec, les responsables d'un site, sur lequel il y a un blocage, de la police qui arrive, des salariés mécontents, enfin ce sont ces personnes-là qui permettent de gérer la relation pour que la tension redescende. Donc ça, c'est essentiel d'avoir, une maîtrise de la CNV. Et puis ensuite, si on veut aller plus loin, si on veut construire, si on veut, créer sa lutte, là, la formation en stratégie non violente et là, dernièrement, à Greenpeace, on l'a enrichi d'une formation à la stratégie de campagne. Donc, stratégie non violente, c'est pourquoi la non-violence marche, en gros, et quelle base historique et des principes sur lesquels se base. Et la stratégie de campagne, c'est vraiment comment, comment investiguer, étudier une cible, se fixer un objectif, déterminer par quel chemin on va remplir à cet objectif, et puis mettre en place des tactiques. Et à chaque étape, que ce soit l'objectif, que ce soit la stratégie, que ce soit la tactique, ils se doivent d'être non violents. Donc ils se pensent de manière non violente. Voilà. Merci, Morgane. Moi, j'ai Ouais, entendu Xavier, je t'ai entendu dire s'affranchir du respect des lois. Il y a ça. Et je me suis aperçue dans ton histoire que, au contraire, tu pouvais aussi être celui qui, au contraire, fait appliquer la loi. Voilà. Oui, Donc, c'est le paradoxe classique ouais. que tu relèves en effet. Alors, nos adversaires parfois modèlent la loi dans leur seul intérêt, et alors cette loi est injuste, et nous n'avons aucun devoir moral envers celle-ci, parce que s'il faut absolument obéir aux lois justes, il faut absolument désobéir aux lois injustes. Il faut aussi que nos adversaires s'affranchissent eux-mêmes de la loi qui pourrait s'imposer à la France, loi nationale qui font mine de ne ou de ne pas s'appliquer. Et alors, c'est
désobéissance civile, faute de mieux, de leur rappeler à leurs obligations légales. La loi est dans tous les cas un outil qui n'est pas sacré, qui doit être objet de discussion, qui incontestablement est l'état ou la traduction à un temps donné, à un moment donné, d'un rapport de force entre des forces donc différentes, des intérêts différents, et on doit tous et toutes se battre pour de meilleures lois et se souvenir aussi, on parlait mémoire tout à l'heure, qu'une bonne partie des meilleures lois de notre pays, c'est-à-dire les lois fondatrices de la démocratie, eh bien, sont le fruit d'actions de désobéissance civile. C'est en désobéissant aux lois de l'époque que nous avons obtenu les lois qui fondent aujourd'hui le régime de liberté relative, mais de grande liberté quand même, dans lequel nous vivons. Je voulais dire aussi des petites choses sur l'intériorité, puisqu'il en était question, l'attitude, la communication non violente. Je voulais rappeler deux choses, sur la peur et sur la colère. La colère, elle nous mobilise, évidemment. La colère, elle n'est pas forcément très éloignée de la haine. Quand on pense que quelqu'un nous fait délibérément du mal, et quand on est soi-même directement victime de ce mal, il est logique, il est très humain de ressentir une forme de haine. Cette haine est évidemment un sentiment extrêmement négatif et qui peut conduire facilement à de l'expression de la violence. À partir du moment où on se rappelle nos fondamentaux, si l'on a choisi le combat contre l'injustice, c'est ce qu'on pourrait appeler politiquement le progressisme, c'est considérer que l'être humain, il est le produit des circonstances. C'est-à-dire que si un être humain nous fait du mal, c'est pas parce qu'il est né biologiquement différent de nous, c'est pas parce qu'il est l'incarnation d'un démon, je ne sais quoi, non, c'est parce alors qu'il était un bébé comme nous, quand nous étions nous-mêmes des bébés, la société, les circonstances l'ont fait différent et l'ont fait à un moment problématique dans le sens où la poursuite de ses seuls intérêts nous cause du tort. À ce moment-là, on se rappelle donc qu'il y a l'être humain et qu'il y a le rôle social qu'une société, à un instant donné, lui fait jouer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer les rôles sociaux. C'est pas de détruire les humains. Et cette haine qui confond tout, eh bien, c'est le premier apprentissage que l'on fait peut-être en entrant en non-violence. Ce qui nous meut contre l'injustice, c'est le rappel que les êtres humains ne sont que le produit des circonstances. Si l'on veut changer, enlever le mal, repousser l'injustice, il faut changer les circonstances. Et ça changera bien sûr naturellement les humains. Pour ça, la bonne attitude, évidemment, c'est aussi de rappeler à l'autre que l'on a parfaitement conscience qu'il est en train de jouer un rôle, qu'une société particulière nous a fait adversaires. Adversaires comme à un jeu d'échecs où on cherche certes à triompher de son adversaire, mais pas nécessairement à l'écraser, pas nécessairement à lui jeter le jeu d'échecs à la figure. On cherche à le battre en fonction des règles, parfois éventuellement en changeant les règles, mais en se rappelant que l'on a affaire à un être humain qui, s'il avait grandi dans d'autres circonstances, dans une autre société plus juste, eh bien, serait devenu différent. L'autre problématique, c'est la peur. Il est logique d'avoir peur, évidemment, quand on s'engage dans cette forme de radicalité qui conduit à s'exposer publiquement, et puis à s'exposer physiquement, et puis à s'exposer aux foudres de la loi quand on décide de s'en affranchir pour la cause. Mais cette peur, d'abord, elle est quelque chose que l'on peut plus facilement canaliser si l'on se forme, c'est ce que rappelait Morgan. D'autre part, si l'on agit collectivement, eh bien, on a des chances de ne pas avoir les mêmes peurs, tous et toutes, au même moment, et donc de pouvoir se réconforter les uns les autres, parce que la chose qui me fera peur ne fera pas peur au même moment à mes camarades, ou même à aucun moment à mes camarades. Ils seront donc là pour me soutenir, m'épauler, et me garantir en quelque sorte que si les choses tournaient mal, je pourrais compter sur eux. Ça, c'est très important. Et puis, il y a évidemment la pratique, ce que rappelait Morgan, on se fait beaucoup de peur. En mai 68, on disait qu'on nous mettait un policier dans la tête, j'ai pas connu mai 68, mais de justesse, mais en tout cas, on nous disait qu'on nous mettait un gendarme dans la tête pour qu'on ait peur en permanence de la répression ou de la figure, quelle qu'elle soit, de l'autorité.
moi, ce que je constate depuis plusieurs décennies maintenant que je désobéis, c'est que j'ai depuis longtemps beaucoup moins peur. Alors, il m'arrive encore dans certaines circonstances tout à fait nouvelles, donc en général plus extrêmes, d'avoir peur évidemment, mais j'ai appris à dominer largement mes peurs parce que j'ai simplement constaté qu'elles étaient des fantasmes, que on pouvait aller assez loin et avec la non-violence qui désamorce en partie la colère de l'adversaire, la haine aussi qu'il peut éprouver, sa violence latente, et vaincre notre peur, ne pas avoir de vraies raisons d'avoir peur. Alors bien sûr, encore une fois, je parle dans un contexte qui est le nôtre. Quand il m'est arrivé d'aller désobéir au Liban ou avec des Syriens ou en Palestine ou en Égypte sous Moubarak, forcément le contexte était différent, la peur était plus forte, mais ma foi, l'expérience a montré qu'on pouvait s'en sortir et que souvent cette peur était exagérée. Souvent, pas toujours. On peut maintenant introduire peut-être la parole d'Abdourahmane. Effectivement, cette question des pères, bien sûr, c'est une réalité, c'est physiologique et on peut la surmonter. Et évidemment, qui n'a jamais eu peur, voilà, même les plus puissants ont peur. Une expérience d'action non violente, par exemple, sur la question des vrais faux mariages. Est-ce que Oui. ça vous dit de partager ça ou de partager aussi ce que vous vivez dans votre expérience actuellement à Djibouti, comme homme en même temps politique et engagé dans la non-violence? Merci Geneviève, merci Xavier, Morgane, merci à tout le monde. Oui, sur ces deux points donc, qui me touchent très particulièrement. D'abord, donc, nous agissons dans un pays fermé, autoritaire, où la répression est permanente, quotidienne. Et nous avons fait le choix d'agir de manière non violente. Par exemple, moi, j'ai vécu donc, la prison, j'ai vécu une confiscation des passeports pour la deuxième fois depuis mars dernier. Je ne peux, par exemple, mon épouse et mes enfants qui habitent en Belgique en asile politique ne peuvent plus me revoir tout simplement. Mon passeport a été confisqué et pour la simple raison que j'ai participé à des conférences internationales avec avec Action Danemark à Copenhague, en France à Dijon avec l'université Crédémy, avec l'association Crédémy, et puis en Lituanie avec World Liberty Congress. Dès mon retour à Djibouti, donc mon passeport a été confisqué, donc pour la deuxième fois. Et donc, j'ai continué à résister par la non-violence parce que, comme disait Xavier Morgan, comme vous dites tous, la non-violence est le meilleur rempart contre la violence. Et là, donc, voilà, j'ai même répondu à une menace de mort qui a été diffusée sur Radio France Internationale, par la BBC, par exemple. J'ai été menacé de mort en 2022 et en personne par le président de la République qui était en conversation téléphonique avec son puissant chef de la police. Il s'agissait de mon arrestation, d'une balle dans la tête et la disparition de mon corps. Et là, donc, ma réaction, donc, comme je suis quelqu'un de non-violent, que je suis dans une résistance non-violente, j'ai posté une vidéo dans les réseaux sociaux. J'ai invité le président de la République à venir chez moi. Je suis tranquille, serein, et qu'il pourra facilement me mettre la balle dans la tête et que je suis prêt à mourir sans répondre ni par la violence physique, ni par la violence verbale. Et là, donc, ça a créé une polémique, un scandale. Et le chef de la police qui devrait m'arrêter a été démis de ses fonctions. Et au moment où je vous parle, pour la deuxième année, il est en prison. Et moi, j'ai continué à résister avec les armes de la non-violence. Quelle tactique nous utilisons? Nous utilisons des tactiques joyeuses, humoristiques et dilématiques. Par exemple, une des tactiques qui ont fait beaucoup parler, c'est la tactique du vrai faux mariage. Comme disait Morgane, il faut avoir une campagne stratégique, prévoir la cible, déterminer les objectifs
et puis choisir la meilleure tactique. Et pour nous, c'est souvent, on choisit du côté du côté dilemmatique, du côté humoristique, et ça doit être joyeux. Et là, donc, nous organisons souvent un brainstorming pour prendre les meilleures idées. Et la meilleure idée était les vrais faux mariages. Donc, c'est un vrai mariage qui remplit toutes les conditions cérémoniales, protocolaires. Les couples, la cérémonie, tout doit être solennel, joyeux, avec les couples, avec les proches, les familles, les invités. Et ça a été vraiment excellent, sauf que tout était faux. Et là, au lieu de louer un hôtel, nous avons choisi de bloquer une rue piétonne très, très animée. Et on savait que la police allait venir et nous réprimer. Et là, donc, puisque la tactique était dilemmatique, quand la police est venue, mais elle a vu un vrai mariage. Tout le monde jouait, dansait, chantait. Et là, donc, nous avons créé une certaine confusion au niveau de la hiérarchie, au niveau des instructions, de l'ordre. Et finalement, la police a rebroussé chemin parce que l'ordre qui lui a été donné était, donc, puisque c'est un mariage, ils l'ont fait comme un vrai mariage, donc il faut les laisser. Et voilà, ça a fait beaucoup couler d'encre, beaucoup fait parler de nous et nous avons atteint vraiment des objectifs. Nous avons pu recruter, par exemple, on avait prévu de recruter une dizaine de personnes et nous avons pu recruter plus de cinquantaine de personnes. Donc souvent, nos tactiques sont joyeuses, dilématiques et humoristiques. Et c'est ce qui, par exemple, nous empêche à subir de la violence physique. À chaque fois, par exemple, nos actions, comme elles sont non violentes, comme elles sont joyeuses, comme elles sont humoristiques, les régimes autoritaires, puissants, violents et désarmés. Et nous continuons donc toujours dans cette voie. Et par exemple, nous avons réussi à obliger les régimes à payer les indemnités non payées aux soldats djiboutiens, à payer les indemnités aux médecins et aux infirmiers djiboutiens à travers nos chansons, à travers nos sketchs, à travers nos discours des dénonciations non violentes. Et vraiment, donc, ça nous fait avancer. Et puis, ce qui est très intéressant, ça enthousiasme les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Les gens n'ont pas peur parce que tout est, comme disait Xavier, la peur est surmontée par la solidarité et la présence de tout le monde qui danse, qui chante. Et puis, nous dénonçons tout en chantant, nous résistons tout en dansant. Qui n'aime pas danser, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas rire. Et c'est ça les côtés forts de la non-violence. Parce qu'au départ, nous étions un parti politique. Quand nous avons vu que ça ne marche pas dans un pays fermé, dans un pays autoritaire, nous avons complètement abandonné la routine de la politique traditionnelle pour épouser la résistance civile non violente avec, bien sûr, par exemple, moi, j'ai sorti de la prison et à l'intérieur de la prison pendant 4 mois à l'isolement, je réfléchissais comment il faut sortir de cette situation. Et en sortant de la prison, j'ai tapé sur Google, par exemple, comment battre un régime autoritaire par des actions et des actes non violents. Et à partir de là, j'ai découvert le monde de la non-violence. Et notre premier contact était les centres internationaux du conflit non violent, ICNC. Et à partir de là, donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis autodidacte et aujourd'hui, je suis certifié sur la résistance civile non violente. Merci, Abdourahmane. J'ai envie maintenant de demander à notre clown non violent de réagir, Xavier, puisqu'il a une expérience aussi comme ça d'action avec le clown. Oui, effectivement, tu fais une allusion au clown activisme qui est cet outil qui évoque un petit peu le faux mariage, l'idée d'avoir une dimension festive, de provoquer l'humour, le rire.
Le clown activiste, il est déguisé en clown, il emprunte certains des codes du clown, sauf qu'il ne fait pas un spectacle, il fait une action, il n'est pas seul, il n'est pas devant des spectateurs, il est au cœur de l'injustice, donc il rejoint un site interdit où il y a un drame, une tragédie, une injustice quelconque, et il vient faire semblant de soutenir. Le clown étant naïf, il a l'air d'être pour. Il croit que les bombes nucléaires, c'est très bien, donc comme nous l'avions fait, l'île Longue étant l'endroit près de Brest où l'on concentre les 3/4 des armes nucléaires françaises, et on vient chercher une bombe nucléaire, puisqu'on nous a dit que c'était bien de se dissuader, on veut se dissuader entre nous, etc. Sauf qu'on est 50 clowns et qu'on rentre de partout sur un site secret défense, et que bien sûr, il faut nous arrêter, il faut envoyer la grosse caisse contre nous, et c'est assez drôle, et c'est assez médiatique, et ça permet de poser un certain nombre de questions, etc. Abderrahmane montre aussi par ce faux mariage la force de créativité de la désobéissance civile. Moi, je pense aux qui pour le coup n'étaient pas festifs, mais qui étaient le seul moyen pour les militants anti-apartheid en Afrique du Sud de se mobiliser politiquement, parce qu'ils avaient interdiction de faire autre chose. Je pense aux Polonais ou aux Allemands de l'Est qui faisaient des pique-niques dans les parcs, faute de pouvoir manifester, faire grève ou quoi que ce soit, et ces pique-niques ne pouvaient pas être interdits parce qu'il s'agissait apparemment de pique-niques, ou d'autres formes de gens qui mettaient leur télé au moment des informations de la dictature sur le balcon pour montrer qu'à l'heure du journal télé, ils n'étaient pas devant la télé. Et ils n'écoutaient pas la télé. Et puis le mouvement ayant fait tache d'huile, les gens ont commencé à se promener avec des caddies dans lesquels ils mettaient leur télé dans la rue pour se reconnaître les uns les autres. Comment le régime dictatorial peut-il réagir à des choses qui sont apparemment non politiques, mais en fait éminemment politiques et fortement humoristique, sans se ridiculiser, sans se discréditer. Bien sûr, les étudiants d'Otpor l'ont fait aussi contre Milosevic, avec le succès qu'on sait. Donc, il y a une force dans la non-violence qui est rendue possible par le fait qu'on n'est pas dans la haine, qu'on n'est pas dans la prise de risque extrême de la lutte armée, de la lutte violente, qui oblige à la clandestinité, qui oblige à se procurer des armes, servir, qui réintroduit les cultures virilistes, parce qu'on sait bien que dans l'ADN culturel des hommes dans les sociétés inégalitaires, on a une certaine appétence pour le fusil, pour tout un tas de fantasmes guerriers, etc. On retrouve des problématiques complètement extrêmes dans la violence que l'on n'a pas dans la non-violence. Donc on peut se permettre de se libérer l'esprit et d'être créatif et d'être dans l'humour, la provocation, etc. Je voulais rappeler juste que le Djibouti, c'est un peu la France-Afrique, c'est l'impérialisme occidental, c'est les États-Unis, c'est la France, avec nos soldats là-bas. C'est un point stratégique majeur. Donc, si l'on laisse les Djiboutiens seuls face au régime autoritaire et quasi mafieux qu'il y a là-bas, ils n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Le changement à Djibouti, comme dans de nombreux pays dominés par des grandes puissances, il doit commencer aussi de notre côté. Et c'est ce qui donnera des ailes, des moyens plus puissants aux militants comme Abderrahmane à Djibouti, si l'on leur donne la visibilité ici, si on les soutient ici, si on questionne la relation très problématique de nos autorités politiques avec le pouvoir djiboutien et de longue date, on permettra la protection des militants djiboutiens et on leur donnera de l'élan, de la force pour le pays. Merci Xavier. Morgane, est-ce que tu as quelque chose à partager à propos de l'intervention d'Abderrahmane ou autre expérience? Vous remercier pour cette expérience qui, je trouve aussi, est particulièrement parlante sur la force et surtout, et également saluer ton courage et ton expérience et j'espère ta victoire. Je pense que dans ces contextes que je ne maîtrise pas autant que Xavier et donc sur lequel moi-même je me sens assez peu légitime pour m'exprimer, donc c'est de par mon expérience et celle que j'ai vécue avec mes collègues de Greenpeace, que il est d'autant plus nécessaire de ramener cet espoir pour la justice. C'est ce qui fait l'humain et c'est dans cette stratégie-là,
justement qu'on peut renverser et atteindre, je dirais plutôt, le nombre de personnes nécessaires pour renverser un régime, parce que la première étape va toujours être la destruction du collectif, la destruction du savoir, on le disait tout à l'heure, la destruction de l'histoire, la destruction en fait de tout moyen de penser, de réfléchir. Et il me semble que c'est justement d'autant plus plutôt, d'autant plus quand il y a un équilibre extrêmement périlleux entre agir et vivre, que la solidarité et la créativité bah, permettent ce type de révolution non violente. Euh, et ne l'ayant pas vécu moi-même, je ne veux pas forcément faire de l'empathie mal placée, on va dire. Par contre, je sais que j'ai un certain nombre de collègues à Greenpeace qui vivent des situations qui sont extrêmement compliquées en ce moment même et dans le passé. Je voudrais quand même souligner aussi que c'est quand même quelque chose qui est à l'échelle mondiale palpable, et nous, on le voit très concrètement. Greenpeace est prévu est dans 58 pays dans le monde. Et cette question de la répression globale et de la perte à plusieurs endroits de capacité d'agir des citoyens par la répression violente est extrêmement inquiétante. Et nous, enfin, à titre d'exemple, nous avons la Russie qui a fermé notre bureau il y a 2 ans maintenant. C'était jamais arrivé dans les 50 ans d'histoire de Greenpeace qu'un bureau soit fermé du jour au lendemain par un gouvernement. Et on avait beau depuis 5 ans voir la répression dans ce pays très très forte de nos militants bénévoles, avec l'interdiction pour eux de sortir du territoire, l'impossibilité pour nous de les former, d'envoyer quelqu'un pour former de l'international. Enfin, il y avait mais on est arrivé à un niveau de répression qui est extrêmement fort, et, et je trouve que c'est témoignages tels que celui-ci qui montre qu'en fait, la résistance à l'intérieur, elle est toujours possible, souhaitable, et qu'elle mènera dans bien des cas à la victoire, c'est un message qu'on ne nous répète pas assez souvent, je pense. Comme tu disais, Xavier, on nous retire nous-mêmes déjà actuellement notre manière de réfléchir en nous retirant notre histoire, ou en nous partageant pas les histoires de ce qui se passe à côté de nous. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de repartir dans le passé, il suffit parfois aussi de regarder juste ce qui se passe à côté. Merci Morgane. Moi, j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui est dans notre réseau CNV, qui est formatrice certifiée au Burkina Faso, qui s'appelle Léontine. Et elle est née dans un village où il y a eu un attentat au mois d'août de cette année. Elle est en train de construire depuis 2 ans une école pour la non-violence avec la CNV, mais avec d'autres outils, Ubuntu. Et voilà. Et vous allez peut-être recevoir de notre part une demande de soutenir, d'aider ce projet de création d'une école non violente. Je vais vous décevoir, j'ai pas beaucoup de billes là-dessus. On n'a pas été en contact particulièrement. Moi, j'ai été sollicité par d'autres canaux, l'Université de la non-violence au Liban, qui est aujourd'hui sous les bombes, et des fondations à Madagascar, des mouvements de solidarité avec la Palestine, etc. Mais j'ai pas eu à travailler avec l'ICNC. Comment pourrions-nous, à Xavier, c'est ensemble nous sommes plus forts. Merci pour ton soutien, ta disponibilité et ta solidarité. Comment pourrions-nous échanger et nouer des contacts plus solidaires? Eh ben, bonne question. Moi, je suis ouvert à plein de choses. J'ai travaillé dans le temps avec Survie, qui était évidemment incontournable sur la France-Afrique. Et après, faut peut-être qu'on se joigne en message privé pour discuter de tes besoins, des besoins de ton mouvement, de comment on peut donner de la visibilité, avec les modestes moyens qui sont les nôtres, hein, mais peut-être voir
quelle cible on pourrait viser en France pour essayer de faire cesser peut-être cette complicité de notre gouvernement avec ce qui se passe là-bas, ce genre de choses. C'est la deuxième fois et puis la première fois, donc c'était beaucoup plus difficile. Mais donc au bout des 3 ans, donc il y a eu cette pression et cette influence diplomatique auprès des autorités de l'Union européenne qui ont fait pression sur les gouvernements de Djibouti pour qu'ils puissent me redonner mon passeport. Et j'ai pu retrouver ma petite fille qui était née en Belgique alors qu'elle était partie de Djibouti dans l'utérus de sa maman. Je l'ai revue au bout des 3 années après, quand elle a eu 3 ans. Donc, je pense qu'on peut, par exemple, saisir un député à l'Assemblée nationale, les élus de vos régions, par exemple, faire remonter l'information et tous les leviers de pression et d'influence diplomatique. Comme disait Xavier aussi, du côté, donc une fois que cette question est soulevée, après c'est médiatisé, et ça met de la pression sur les autorités djiboutiennes qui sont très sensibles à l'influence et à la pression diplomatique. Il faut que tu deviennes le symbole d'une cause démocratique dans ce pays et que les persécutions dont tu fais l'objet deviennent le symbole justement d'une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas acceptable et dont la France se rend complice, ne serait-ce qu'en ne faisant rien, ne disant rien. Mais bien sûr, elle va plus loin. Et avec la France, il y a toutes les entreprises françaises qui sont présentes à Djibouti, et puis bien sûr l'armée française. Donc moi, je considère toujours que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans un pays et qu'on a une vraie influence, notre pays a une influence sur le pays en question, eh bien, ne pas l'exercer ou ne pas l'exercer dans le bon sens, c'est se rendre coupable. Donc, on peut voir ensemble à viser une cible française qui pourrait, en étant suffisamment gênée par des actions en France, plus facile à faire évidemment qu'à Djibouti, se tourner à son tour, mais avec la puissance qui est la sienne, vers les ministres de notre gouvernement pour que au moins ta protection soit assurée, que ta liberté de circulation soit assurée et que du coup ta notoriété te protège et te permette d'aller encore plus loin dans la résistance non violente aux autorités locales. C'est un processus assez classique. On tape sur quelqu'un qui profite de la situation là-bas, donc une entreprise française qui est bien contente de trouver des autorités complaisantes, et on la tape jusqu'à ce que... alors taper de manière non violente, ça veut dire faire du name and shame, comme Greenpeace sait bien faire aussi, et rendre embarrassante sa présence là-bas dès lors que un des opposants principaux est persécuté. Je pense que d'une manière individuelle, pour moi, c'est très lié à la CNV. Et je fonctionne bien mieux, par exemple, concret. Et donc, j'ai un exemple quelque chose qui m'est arrivé très récemment, d'un militant qui me envoie un message où il me reproche mon comportement de manière à... son message est assez agressif et, et on a eu une tension tous les deux qu'on n'a pas pu régler et il me recontacte par message avec beaucoup de reproches et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à ce militant et pour moi, la construction, de la pensée, non violente, ça a été, justement d'utiliser les outils que la CNV m'a appris. C'est-à-dire de, passer, moi d'abord, tous mes états émotionnels, mon, chacal extérieur, mon chacal intérieur, ma girafe intérieure, ma girafe extérieure et à partir du moment où j'avais pu poser, ces idées, sortir un petit peu de ces premières réactions intuitives qu'on peut avoir, de défensive ou d'autodestruction quand on nous fait des reproches, bah, la recontextualiser par des outils de CNV m'a permis ensuite bah, d'utiliser un autre outil CNV tout simplement
l'OSBD pour formuler ma réponse, ma proposition et qu'on puisse avancer. Et ça m'a permis aussi de préparer parce que ma demande était évidemment un échange et pas de continuer à parler par SMS, mais de préparer cet échange et de l'avoir de manière non violente. Donc pour moi, d'un point de vue individuel, c'est ça, le parcours individuel. C'est savoir dans des moments où où on n'a pas encore, je veux dire, on n'a pas encore abouti à une CNV permanente et intérieure, être en mesure de réappliquer, les méthodes et les outils, qu'on nous a appris en formation pour, prendre du recul sur ses propres émotions, tout en les prenant en compte, mais, en sachant les gérer. Et gérer aussi et prendre en compte les émotions, en tout cas ce qu'on peut penser des émotions, de la personne en face. Et d'un point de vue, collectif, je dirais que, c'est là où c'est extrêmement important d'avoir, je pense, une grande diversité quand on construit, une stratégie non violente dans les profils des personnes qui la co-construisent ensemble. Parce que ce qui fait violence à l'un ne fait pas forcément violence à l'autre. Mais de manière, plus générale, je pense que Xavier y a déjà très bien répondu et donc je me permettrai de reciter ce moment-là. On a un adversaire et d'ailleurs, j'ai une question, je crois, un peu plus haut dans ce là. On a un adversaire, on est sur un échiquier où on tente chacun d'avancer nos pièces et on n'a pas forcément des objectifs, contrairement à un échiquier, qui vont dans le même sens. Donc c'est mais l'individu, reste, un humain en face de nous, un égal en face de nous et l'objectif est bien de lui préserver sa dignité. Donc dans toutes nos tactiques, dans tout ce qu'on va, utiliser, on est bien là pour créer un rapport de force, pour dénoncer des choses qui va pas forcément le mettre en avant à certains moments mais dans un objectif de maintenir ce lien et ça peut se faire de manière, très subtile. Et ça va me permettre de passer à la deuxième question. Greenpeace a mené une campagne pendant, plusieurs années, je dirais bien au moins 4 ans, sur, les pesticides en choisissant déjà un axe très particulier. C'est-à-dire que si on veut réduire les pesticides qui sont déversés dans les champs, ils ont choisi d'aller, cibler la grande distribution. Ce qui paraît quand même être, pas le premier acteur qui verse des pesticides dans les champs. Mais justement par l'étude, du contexte, des rapports de force, inhérents, on s'aperçoit que, ce sont des principaux acheteurs, en France, en tout cas pour les clients français. Et donc en agissant, en leur faisant prendre leurs propres responsabilités dans ce jeu, qu'est, le monde enfin l'économie agricole, eh bien, il pourrait avoir une influence et donc un impact finalement sur les pesticides qui étaient déversés dans les champs. Donc, déjà là, je trouve que ça donne un exemple concret de, comment bien étudier, les piliers du pouvoir pour, identifier, celui qui, ne s'attend pas forcément à à ce qu'on lui tape dessus, donc va être déstabilisé, mais qui a une vraie responsabilité et une capacité d'action directe ou indirecte, mais très forte. Donc ça déjà pour moi c'est un bon exemple et ensuite on a mis en concurrence, les 6 principales, enseignes sur, la course zéro pesticide parce que c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel et s'il y a un élément où, Auchan devient meilleur qu'Intermarché, et bien en fait ça peut jouer puisqu'en fait parce que c'est un secteur économique extrêmement concurrentiel. Donc leur image de marque est importante et ils ont beaucoup de concurrence donc on les a mis en concurrence sur leur image de marque. Voilà. Et et ensuite, au bout de 2 ans, celui qui fait le plus mauvais résultat nous répond pas. D'ailleurs, c'est le seul des 6 qui, au bout de 2 ans, n'a jamais répondu à une lettre, ni accepté un rendez-vous, ni envoyé quelqu'un. Et ben, au bout de 2 ans, on cible notre campagne exclusivement sur cette marque-là. Ce qui peut paraître, assez, je veux dire, là, on rentre dans un rapport de force qui est vraiment on n'a plus qu'un seul adversaire, on n'est plus en train de mettre les concurrences, on est Greenpeace face à un grand distributeur. Et là, ça a nécessité encore, une montée en pression supplémentaire, dans le sens où on a fait des actions qui ne cib on a détourné leur marque pour faire des actions qui ne ciblaient plus que cette marque-là. Donc il y a eu et là, ça a pris encore au moins 1 an avant qu'ils nous répondent. Hem et pourquoi ils nous ont répondu? Parce qu'au bout d'1 an, on se dit: «Là, c'est pas possible, en fait, ça ne marche pas». Hem
Et on a changé, on s'est dit, oh, on voulait parler aux clients. On voulait parler aux clients pour qu'ils parlent aux responsables parce qu'on se disait, nous, ils ne nous écoutent pas, ils s'en fichent de Greenpeace, donc leurs clients, c'est important. Et on s'est dit, non, mais en fait, on va parler à Michel-Édouard Leclerc. Parce que je ne vous ai pas dit, effectivement, que c'était l'entreprise Leclerc. Et on va parler au dirigeant. Et le dirigeant, il aime la BD. Il vient d'une petite ville en Bretagne où il y a un festival qui va commencer dans 3 semaines. Et ce festival porte le même nom qu'un livre qu'il a écrit lui-même, ce dirigeant. Et à partir de tout ça, on a juste créé des affiches qu'on a été mettre au matin du festival qui ciblaient Michel-Édouard Leclerc avec sa tête en BD et qui lui disait, il nous faut un rendez-vous. Enfin, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle pesticides, Michel. Et ben, au bout de 4 heures, il nous envoyait un message pour nous prendre un rendez-vous, alors que ça faisait du coup 3 ans, plus de 3 ans qu'on faisait campagne pour juste. Et on n'avait même pas réussi à avoir un rendez-vous. Il publiait, c'est même mieux, il publiait sur son blog un engagement à réduire les pesticides de Leclerc. Alors chez nous, ça ne nous suffit pas. On a mis quelques menaces supplémentaires pour avoir un rendez-vous en réalité. Il nous est traîné un peu, mais ça a été très vite une fois qu'on a compris qu'on ne laisserait pas tomber. Et pour moi, c'est un super exemple de comment, en fait, on peut revoir une stratégie. On a ciblé quelqu'un chez lui, ça pourrait être extrêmement violent. Mais en fait, il a adoré cette campagne-là. Dans son message, il nous disait, je n'aurais pas osé le faire moi-même. Mettre ma tête en bande dessinée dans cette vie-là, je n'aurais pas osé le faire moi-même. Donc, il était à la fois complètement déstabilisé parce que c'était chez lui. On avait des témoignages de personnes en vidéo qui disaient, oh, bah pourtant, il était là hier soir. Donc, ça le gênait énormément. Et, et en même temps, on n'a rien fait de méchant, quoi. Enfin, je veux dire, on l'a pas, on a gardé un ton humoristique, on a gardé un message simple et clair qui ne l'accablait pas, et on n'est pas rentré directement chez lui non plus. J'avais coécrit le livre Désobéir pour l'école avec des profs dont je n'étais pas à l'époque, mais je suis devenu prof depuis. Alors, bon, c'est une question un peu large parce que désobéir à quoi en particulier? Le système, effectivement, est à la fois problématique en tant que tel et problématique dans sa version néolibérale, c'est-à-dire appauvri et en concurrence avec le privé, avec une fuite des enfants qui le peuvent vers le privé, vers tout un tas de choses, la marchandisation permise par Parcoursup sur les filières post-bac, etc. Donc, il y a tellement de problématiques. Moi, je suis prof en lycée professionnel, c'est encore une sous-problématique d'un problème plus global. Ce qui est certain, c'est que on n'a pas les mêmes leviers que dans le secteur privé, où certes, il y a moins de syndiqués et moins de grévistes, mais par contre, il y a de l'argent qui est gagné au quotidien et qui, lorsqu'il est plus gagné grâce à l'action de résistants non violents, eh bien, produit un effet levier assez rapide sur les actionnaires ou sur les représentants des actionnaires, les PDG et autres, dans le sens d'une solution à trouver au conflit. Avec l'éducation nationale, c'est compliqué parce qu'à chaque fois que nos actions contribuent parfois malgré elle, à désorganiser davantage le système éducatif en privant tout simplement de cours les enfants, en fermant des établissements, en occupant les établissements, etc., eh bien, on s'inscrit presque dans la logique qui est celle de notre adversaire, de faire dysfonctionner le plus possible le service public pour qu'une majorité de parents se tournent vers le privé. Même s'ils peuvent être d'accord avec les revendications de ceux qui défendent le service public, à un moment, quand votre enfant évidemment est sacrifié et que vous avez éventuellement les moyens de le faire, vous le mettez à l'abri de ça en l'orientant vers le privé. Ce qui fait que là, certaines formes de résistance traditionnelle au sein de l'éducation nationale se sont avérées, je crois, contre-productives parce que précisément, ça n'est pas comme une structure de profit d'un secteur privé commercial, etc.
Alors maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre petit bouquin, on essayait de faire une place. On a consulté, je ne sais plus, il y a 1100, 1200 professeurs des écoles, professeurs du secondaire et quelques enseignants de fac qui avaient répondu sur les moyens de résister qu'ils avaient pu mettre en place, toujours dans ce souci d'entretenir la mémoire et de la faire émerger aussi quand elle n'existait pas en tant que mémoire, de tous ces moyens du quotidien pour résister à un certain nombre de processus problématiques dont souffre aujourd'hui l'éducation nationale. Mais là, c'est difficile de répondre à une question aussi large. Est-ce qu'on veut combattre Parcoursup? Est-ce qu'on veut combattre les sureffectifs? Est-ce qu'on veut combattre le manque de profs? Tout ça, c'est lié, hein, bien sûr. Mais dans une logique pragmatique de tactique à mettre en place, faut qu'on me propose un objectif précis pour que je puisse dire quelques moyens. Ce qui est sûr, c'est que un des avantages que nous autres fonctionnaires avons, c'est qu'on peut se syndiquer sans trop de répression et on peut se mettre en grève sans trop de répression. Une fois qu'on est en grève, encore une fois, ça ne suffit pas parce que ça désorganise le système éducatif et donc ça convainc aussi des familles de se tourner vers le privé, mais ça nous donne du temps pour faire autre chose. Donc il faut surtout ne pas se contenter de la grève, voire de la manifestation, ni non plus d'un simple déplacement au rectorat dont on a l'impression qu'il sert surtout à ça, à accueillir la colère, vous voyez, comme dans le tai chi, là, j'accueille, mais en fait, j'oppose une résistance molle qui fait qu'il ne se passe rien derrière. Et puis, bien sûr, les profs sont obligés de retourner au travail le lendemain ou le surlendemain. Donc, il faut se rendre suffisamment embêtant. Et là, je suggère la même chose que dans le cas de Djibouti, c'est qu'on vise les acteurs qui font de l'argent. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être certaines écoles privées les plus lucratives, certaines boîtes type Academia et autres de cours particuliers, tous celles et ceux qui profitent du démantèlement progressif de l'éducation nationale. Donc, si les profs en grève se mettaient à faire perdre de l'argent aux acteurs privés, peut-être que les acteurs privés demanderaient à leurs autorités, à nos autorités politiques, un rééquilibrage, un peu moins de dégradation du secteur public pour qu'une sorte d'équilibre de la terreur puisse s'implanter, plutôt que de continuer de nous voir aller les embêter. Et pour l'instant, on est trop sages, on ne va pas les embêter. Je crois qu'à partir du moment où on est dans cette logique de distinction des rôles sociaux et de la personne humaine, comme quand on joue à un jeu non coopératif, un jeu compétitif, comme les échecs, comme même une épreuve sportive ou autre, on se dit, bon, la société a décidé que nous serions adversaires l'espace d'un temps, nos intérêts ne sont pas compatibles, je crois que vous avez tort, vous croyez peut-être que j'ai tort de vous questionner, et bien que le meilleur gagne. Et puis on va faire preuve de créativité, d'intelligence, d'organisation. On va utiliser quelques-unes des armes de l'adversaire, mais pas les armes violentes, notamment la stratégie, notamment la réflexion, les éléments de langage, et puis que le meilleur gagne. Évidemment que dit comme ça, c'est pas complètement juste, c'est pas complètement honnête, parce que bien sûr que les enjeux de misère humaine, de détresse, de guerre, de choses rendent beaucoup plus dramatique cet affrontement qui est le nôtre. Mais dès lors qu'on n'est pas directement menacé, encore une fois, je parle dans un contexte donné, celui que nous connaissons tous, sauf Abderrahmane, nous sommes dans un contexte beaucoup plus apaisé, beaucoup plus démocratique. Dans celui-ci, je peux faire abstraction du mal que commet l'adversaire en considérant d'abord le jeu, pas forcément pour en retirer du plaisir, le jeu qui est que nous allons utiliser des tactiques et puis à un moment tenter de mettre à nu l'adversaire. Mettre à nu l'adversaire, ça veut dire le réduire à sa personne humaine, c'est-à-dire enlever, le dépouiller de ses oripeaux sociaux et restituer l'humanité en lui ou en elle. Et ça, c'est drôle parce que dans les confrontations physiques et même dans les confrontations verbales, négociations, bras de fer, etc., il y a des moments magiques dans lesquels l'adversaire réalise tout d'un coup qu'il est en effet
non seulement en tort, mais en plus en train de jouer un rôle, de s'accrocher à un rôle social qui tourne au ridicule. Parce qu'une fois qu'on l'a démasqué socialement, je veux dire, si on a dit l'injustice qu'il commettait et on a rappelé qu'il n'était pas réductible au rôle social qu'il incarnait, eh bien, on a parfois des grands éclats de rire ou des sortes d'effondrements de sincérité, des moments où l'adversaire change de camp, littéralement. Alors, littéralement, ça veut dire qu'il admet notre raison. Je me rappelle du numéro 3 de Total. On avait envahi avec les désobéissants le hall de la tour Total. On ne peut pas envahir Total, c'est tellement grand, il faudrait être des milliers. Mais on avait réussi à faire suffisamment de bazar pour que, bizarrement, la direction de Total consente à nous recevoir. Et en l'espèce, le numéro 3 en charge des projets d'exploitation et d'extraction des sables bitumineux, donc du pétrole extrême, au Canada. Et il se trouve que ce type-là, qui était responsable des activités de Total pour les deux Amériques, donc du projet au Canada, eh bien, était de passage au siège et il a consenti, ou la direction l'a obligé, à nous recevoir. Et à ce type-là, on explique ce qu'il sait évidemment par cœur, le réchauffement climatique, le fait que sa logique est épouvantable et qu'on ne peut décemment pas le laisser aller jusqu'au bout. Et il nous dit au bout d'un moment, ben, oui, vous avez raison, il faut absolument que vous nous empêchiez. Et il a littéralement changé de camp verbalement évidemment. Il n'a pas arrêté, il n'a pas démissionné, mais il a dit, mais oui, moi aussi je suis affolé. Vous avez complètement raison. Simplement, moi je ne sais faire que ça, extraire du pétrole. Je suis payé à le faire et la société paye notre société à extraire du pétrole. Mais on ne peut pas continuer comme ça, c'est une aberration. Donc empêchez-nous. Moi, je suis pas enfin, je pense que c'est important de le garder en tête, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on arrivera à faire accepter à tous les coups à notre interlocuteur, que ce n'est qu'un rôle, à chaque conversation. Donc ça peut être aussi, des moments qui sont pas, forcément toujours, enfin, je pense qu'il faut aussi, garder en tête que, on va pouvoir, retravailler avec, ces personnes-là. Enfin, disons que là où Xavier disait que le numéro 3 de Total n'a pas changé, moi j'ai un exemple à Greenpeace, où une cible est devenue un de nos alliés importants. Pendant un certain temps, quand on essayait de stopper la construction ou on demandait l'arrêt de centrales nucléaires, la CGT était une cible pour Greenpeace France depuis 2018-2019, mais la CGT est un allié de Greenpeace France. Ça l'a été dans plusieurs contextes, le plus fort étant autour du Covid avec l'alliance Plus Jamais Ça, dont la CGT a fini par sortir au niveau national, mais on continue à avoir de très bonnes relations, notamment autour de certaines mobilisations sociales ou luttes particulières. Et on a eu des victoires ensemble. Donc, et ça, c'est quoi? C'est 10-15 ans après. Donc, je trouve que je pense aussi se rappeler que bah, on est dans un monde qui bouge. Et donc, que vraiment, nos alliés et nos adversaires, parce que l'ennemi, effectivement, ça peut sortir, je pense, à certains moments, mais c'est plus un défaut de langage qu'une réelle pensée. Nos adversaires seront peut-être un allié sur un autre sujet ou à un autre moment, de la société. Donc il y a ça et je pense qu'il y a aussi, l'idée de se concentrer sur quoi c'est pour ça qu'on se donne aussi des objectifs précis et du coup des cibles par rapport à un objectif précis. Mais quand je pense à Greenpeace qui en 2016 faisait campagne, pour lutter contre la déforestation, sa cible était Bolloré, qui possède de nombreuses, forêts, dans différents pays, d'Afrique. En ciblant ces autolimes, en lui faisant passer des messages sur les forêts, Heu, au moins on a réussi à faire avancer. Mais si on s'était donné, des objectifs, peut-être en tout cas de diminuer l'influence de, Bolloré, sur les forêts en Afrique, ça a été impossible. Donc je pense enfin, on n'aurait, à mon avis, pas réussi à aucun moment à le convaincre, avec cet objectif-là, en fait. Alors que mettre en place des forêts durables, cibler certains secteurs en particulier et avoir, des arguments étayés et une stratégie dédiée à ça, bah, ça, on a réussi à le convaincre. Et je pense qu'aujourd'hui, on le ciblerait pas sur ça parce qu'il y a encore d'autres problématiques, mais ça me fait penser à ce type de personnes qu'on peut,
en tout cas, si on veut lutter contre l'extrême droitisation, nommée comme une cible potentielle actuelle, qui ne l'est d'ailleurs pour Apparat-Attaque, qui l'est par d'autres associations de lutte non violente. Donc, il faut garder que notre adversaire est notre adversaire pour un objectif en particulier. Peu importe ce qu'on pense effectivement de la personne par ailleurs. Alors pour moi, personnellement, je pense que c'est important d'avoir. Enfin, moi, ma famille est quelque chose qui est extrêmement important et qui me permet de me ressourcer, mais globalement, c'est réussir à avoir des temps dédiés à complètement autre chose de manière régulière et qui sont mis au même niveau en termes d'importance, de valeur, de constitution de son bien-être. Donc, moi, je pense que c'est avant tout d'avoir cette compensation, mais pour nos militants, on met aussi en place des choses qu'on met pour nous aussi en place en tant que salariés, c'est-à-dire des limites en termes d'horaire euh, et libérer la parole aussi. On crée des cercles, ce qu'on appelle les cercles de care, qui est vraiment dédié à laisser la parole sur les difficultés, sur les émotions qui sont liées à l'investissement et au surinvestissement, et de collectivement réfléchir ensemble à comment se donner plus de soins. Donc en général, on essaye de créer ces cercles-là avec nos militants les plus actifs. Nous, avec les désobéissants, on a inscrit dans la méthode même de l'organisation d'action de désobéissance civile la nécessité de moments de convivialité à l'issue de celle-ci et le prendre soin. Il nous est arrivé d'aller même très loin dans cette logique quand on anticipait des violences à notre rencontre. Et on avait fait à ce moment-là, et ça a été 3 années de suite, je crois, quand on s'en prenait à l'OTAN, au siège, au quartier général de l'OTAN en Belgique, eh bien, nous appelions des psychologues sans frontières, qui était une petite ONG qui arrivait avec ses bénévoles ou salariés et prenait soin particulièrement de celles et ceux d'entre nous qui se trouvaient traumatisés à un moment par une violence trop forte de l'adversaire. Et notamment des morsures de chiens, des brutalités policières, etc. Mais on a vraiment dans ce moment de la méthode qu'on prône dans nos formations à la désobéissance civile, le moment du débriefing qui veut que l'on s'exprime évidemment sur ce que l'on a vécu ensemble et qui comporte, quand il y a eu des traumatismes, des moments de tension, de peur ou de violence forts, le débriefing psychologique. C'est-à-dire que là, on fait vraiment un tour de parole, un cercle de parole et une accolade aux uns et aux autres qui permet à un moment l'expression d'émotions fortes, éventuellement l'effondrement au sens où les gens pleurent et se réconfortent avant toute discussion technique sur ce qui s'est passé. Ça nous arrive heureusement pas très souvent parce que les actions ne se passent pas toujours mal, mais je me rappelle dans la campagne victorieuse qu'on a eue contre le Roundup, on sait peu que le Roundup, ce pesticide catastrophique, n'est quasiment plus vendu en vente directe. Il est mis sous clé, les enseignes doivent proposer des alternatives, les vendeurs des grandes enseignes sont formés aux alternatives, etc. On peut malheureusement encore l'acheter sur Internet. Ça, on n'a pas réussi, mais on avait visé Castorama, qui était un des grands méchants, un peu dans la logique que Morgane décrivait tout à l'heure, également sur le sujet des pesticides, et en perturbant le fonctionnement normal de grands centres de profit, de grands magasins Castorama, et dans toute la France, on a réussi à provoquer le retrait des produits des rayons chez Castorama. Et puis ensuite, c'est Carrefour qui nous a appelés pour qu'on développe des alternatives, et finalement, c'était la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui a, après nous avoir reçus au ministère, introduit cette loi limitative de la vente directe du Roundup. Mais dans cette bagarre qui a duré peut-être 2-3 ans, eh bien, on a été victime de violences assez fortes de la part d'agents de Castorama. On a eu des militants projetés contre des étagères, brutalisés, avec de l'insecticide vidé dans les yeux, des choses assez violentes qu'on n'attendait pas du tout
et encore moins de la part de simples vendeurs. Donc là, on a eu à faire des débriefs psychologiques parce que les plaintes auprès de la police ne suffisaient évidemment pas à réparer les gens qui s'étaient pris cette haine-là. Et donc, dans ces moments-là, ces méthodes que je décrivais de débrief psy, d'accolade, de libre expression, de tour de parole, etc., étaient essentielles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, la première chose, c'est soit la prise de conscience d'avoir besoin de reconstruire, soit la recherche, d'un élément en particulier qui, a été soulevé comme, étant un besoin actuel de reconsidérer. Et là, en fait, c'est aussi, tout le travail, si on veut vraiment parler de ce qui s'est passé avant, des chercheurs, de l'historien, et ça peut être chacun, mais d'aller rechercher cette histoire. Mais je pense aussi que ça peut se faire, entre guillemets, dans 2 temps. C'est-à-dire que ça peut être aussi vouloir construire quelque chose de nouveau, ou d'intégrer un nouvel élément qui nous fait repenser à comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui et redécouvrir un passé. Et pour moi, c'est souvent comme c'est parfois comme ça aussi que se font les choses. C'est-à-dire qu'en en voyant qu'on est face à une impasse, on fait un diagnostic et on veut réfléchir collectivement à comment, s'améliorer et en fait, à travers le diagnostic, on découvre comment on en est arrivé là. Et je pense que c'est, quand les choses ont été, en fait, ont été coupées, et bien, ça va être avant tout un désir de savoir qui va nous faire reconnecter avec des valeurs et ce qui compte, c'est pas simplement de les réappliquer telles qu'elles sont, mais de savoir comment elles se construisent et s'amorcent dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas se reconstruire, c'est pas récupérer le passé et le recoller à aujourd'hui. C'est comment ce qui me manquait répond à ce que la situation dans laquelle je suis. Pour moi, c'est vraiment ça, se reconstruire. Je te laisse, Xavier. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je crois que nous, on n'est pas du tout dans le temps long. On le laisse à d'autres. Il est important, évidemment, hein, c'est pas je dénigre rien du tout. Je suis juste en train de dire que nous, on se donne des objectifs précis ou on nous donne des objectifs précis. Et puis quand on les a atteints, on passe à autre chose. Les gens qui, eux, ont avec nous atteint leurs objectifs, ils ont plein d'autres choses à gérer, mais pour lesquels ils pourront éventuellement se tourner vers d'autres ou se reconstruire entre eux, je ne sais pas. Puis, donc, on est plus dans une logique vraiment activiste. On va élaborer une stratégie, la mettre en place, agir, et puis j'espère gagner dans un certain nombre de cas. En tout cas, c'est arrivé. Et derrière, on passe à autre chose pour notre part. Mais toutefois, dans ce moment long, quand même, un petit peu de l'action, de la campagne, se côtoient des gens plutôt victimes d'une oppression qui ont fait appel à nous, où nos chemins se sont croisés, on a décidé de s'entraider. Je pense à une lutte victorieuse contre Numéricable. À l'époque, c'était Drahi, Patrick Drahi, le prédateur économique que l'on sait, qui était le patron de ce truc. Et à un moment, ils avaient décidé de virer une petite partie de leur main-d'œuvre, notamment une partie de la force commerciale, qui était composée de gens issus des banlieues parisiennes qui faisaient beaucoup de porte-à-porte pour vendre à n'importe qui, presque n'importe quoi, la fibre quand les villes n'étaient même pas fibrées, enfin, etc. Pratique commerciale de voyous, avec des gens peu formés qu'on payait à peu près correctement à un moment, mais que tout d'un coup, en les virant comme des malpropres et sans droits sociaux, sans plan social, etc., eh bien, on les renvoyait à leurs conditions de prolétaires, de pauvres, de gens racisés aussi, parce que c'était beaucoup des Noirs et des Arabes concrètement. Donc, on croise les chemins, culture très différente, évidemment, sociologie très différente des militants habituels des désobéissants. On fait un bout de chemin ensemble, on occupe le siège de la multinationale, et à un moment se passe un drame parce qu'on les pousse à la faute à force de les embêter. Et Patrick Drahi, qui vient sur le site, décide d'en partir sans rencontrer les grévistes, fait appel à un conducteur, chauffeur spécialiste de l'exfiltration en zone de guerre. Bon, bref, il vient le chercher en voiture, il s'enfuit, et sauf qu'il écrase la jambe d'un gréviste. Donc drame, médiatisation, le Patrick Drahi s'enfuit en plus avec le chauffeur, bien sûr.
Et donc là, il y a une reconstruction à faire sur un traumatisme. Et en plus, il y a eu tout au long de la lutte l'idée qu'il ne s'agissait pas juste d'un combat pour sauver un gagne-pain. Dans l'état où il était, ce gagne-pain de pratiques commerciales un peu voyous, de non-formation, de précarité entretenue, de mépris pour leur propre force commerciale, etc. Ensemble, en se côtoyant, en construisant les actions et en passant des nuits entières, puisqu'on occupait le siège, ça a duré peut-être 15 jours l'occupation, eh bien, face à des vigiles qui étaient de plus en plus pas des tueurs à gages, mais enfin des gens qui menaçaient vraiment de nous faire du mal dans les coins, donc des méthodes de voyous de la part de Numéricable, eh bien, on a côtoyé nos cultures et on s'est ouvert à des sujets bien plus larges. Et à la fin, une partie importante de ces gens dont j'ai décrit la sociologie, eh bien, s'intéresser à l'écologie, s'intéresser au capitalisme, commencer à parler syndicalisme, organisation, etc. Et j'ai pu constater cette fois à long terme, mais je vous dis, on n'est pas les meilleurs sur le long terme, en recroisant quelques-uns, que leur parcours avait été complètement changé suite à cette bagarre que nous avions menée quelques mois, ça a duré 3-4 mois, ensemble, avec le drame en plus qui s'en est en suivi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, ça donne quelques éléments, j'espère. Si je peux me permettre, j'avais un exemple aussi qui, je pense, ça peut être parlant et très court. Par exemple, la pêche industrielle a quand même réduit la petite pêche à quasiment rien et surtout à désorganiser. En fait, ils n'ont aucune parole commune. Et l'une des manières de restaurer cette manière et cette capacité de penser et de réfléchir est la création d'un syndicat de la petite pêche pour porter leur voix à l'échelle européenne, par exemple. Ça, c'est une reconstruction directe de capacité à penser et à réfléchir son avenir en collectif face à une destruction d'une économie euh, elle-même extrêmement destructrice, mais en plus extrêmement industrielle et tenue par quelques-uns, quoi. Et je passe la parole donc pour la clôture de cette journée à Françoise Massieu. Il semblerait que ce soit la colère, la rage et l'indignation face à des situations d'injustice sociétale qui va déclencher l'envie pour résister et pour lutter. Il a été noté également qu'il était important de trouver le chemin intérieur pour forger pour soi-même la conviction, voire la confiance que la non-violence, eh bien, c'est une alternative au désespoir et au sentiment d'impuissance, que la non-violence est le meilleur rempart contre la violence. Et tout ça, c'est possible aussi en se réappropriant donc l'histoire, la mémoire des luttes et des combats qui nous ont précédés, en se réappropriant des savoirs, en faisant des apprentissages, par exemple résister au stress face à l'agressivité d'autrui, apprendre à penser de manière non violente les objectifs qu'on se pose, qui doivent être précis, qui doivent définir une cible, et définir aussi les tactiques à développer grâce à la créativité, à l'humour, au rire. Et ces tactiques qui sont donc pleines de ces éléments sont celles qui vont déstabiliser, désarçonner les adversaires, voire les forces de répression, parce que les rôles sociaux des uns et des autres, en particulier des adversaires, sont rendus visibles, lisibles. Et ça, dans certains cas, ça peut permettre de remettre au cœur des échanges, des débats et de la lutte, l'humanité commune. J'ai noté aussi que s'appuyer sur un collectif pour vivre de la solidarité, du soutien mutuel et agir localement, c'était effectivement extrêmement important. Et ce qui vient d'être dit là, pour répondre à cette dernière question, peut-être le collectif aussi permet de reconstruire ou de se réapproprier des éléments de pensée qui avaient été mis de côté ou oubliés pour faire face aux enjeux de la société d'aujourd'hui. Merci à tous. Et ben, moi, je vous inviterai éventuellement à nous suivre sur notre site internet cnvfrance.fr. Vous pouvez, via ce site, vous inscrire à la newsletter de notre association si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra notamment d'avoir connaissance des prochains rendez-vous qu'on va préparer et puis d'autres événements qui ont lien avec la CNV. Merci à tous les intervenants, merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à la préparation de ce rendez-vous et je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Éventuellement, vous pouvez nous suivre aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permet voilà, de montrer aussi que les sujets intéressent notre public. Je voudrais juste dire que ce mois-ci, Greenpeace a ouvert un bureau en Ukraine. Donc quand on Ah, parle de la force et du courage de la non-violence, moi je salue les personnes qui ont mm, travaillé sur place à l'ouverture d'un bureau en plein contexte de guerre et je pense que ça apporte, ça va aussi avec certains mots qu'on s'est dit ce soir. Donc Mm. voilà, porteur d'espoir au moins.